Bonjour, peuple congolais. C'est moi, votre frère Christian Bolabia Martina Wenge, membre de la plateforme Peuple Mokonzi. Combattant, résistant, révolutionnaire. Nous sommes révolutionnaires parce que nous voudrions, n'est-ce pas, renverser l'ordre institutionnel politique établi au Congo. Sans cela, donc, nous ne ferons rien. On fera que du surplace. Raison pour laquelle on s'appelle révolutionnaire aujourd'hui. D'entrée de jeu, nous voudrions, n'est-ce pas, répondre à M. Peter Pham. Hier déjà, j'ai publié un article de 12 pages dans lequel nous essayons un peu de nous expliquer, de donner des arguments scientifiques et politiques par rapport à l'attitude qu'avait prise Peter Pham au niveau, n'est-ce pas, de son institution appelée Think Tank Consul Atlantique. Donc, c'est-à-dire, c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est un laboratoire, un grand laboratoire américain, donc des droits privés, c'est un grand laboratoire des réflexions qui produit des études au niveau des États-Unis d'Amérique. Cette institution a été créée en 1961, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et dans le but, n'est-ce pas, d'étudier surtout l'Europe après la Première Guerre mondiale, de produire des études dans ce sens. Aujourd'hui, nous revenons sur le monsieur parce que lui, déjà en 2012, il avait publié un article dans le New York Times dans lequel il dit ceci comme élément central, comme une phrase charnière. Il a avancé cette phrase selon laquelle le Congo est un pays fictif et imaginaire. Pour le sauver, il faut l'effondrer, il faut l'éclater, le laisser s'effondrer même. Donc, dans l'article, on dit bien qu'il est proche de Paul Kagame. Et surtout, quand il y a eu création, n'est-ce pas, du M23, de la rébellion entre guillemets, mais nous la qualifions d'agression, donc des mouvements agresseurs rwando-burundo-ougandais qui s'étaient établis, n'est-ce pas, dans l'est du pays. Quand ces mouvements commençaient à faire commençaient, n'est-ce pas, à se manifester sur l'Est, lui, il en a profité pour dire que c'est une belle rébellion qui pourrait, n'est-ce pas, sécuriser la population de l'Est. Donc, vu l'ampleur de l'article, vu qu'il en a profité pour faire l'article donc dans son organisme et le publier déjà là-bas. Donc il en a profité de cette vitrine pour griller l'image de notre pays. Raison pour laquelle 6 ans après aujourd'hui, nous on ne l'a pas su, 6 ans après aujourd'hui, nous sommes rentrés, n'est-ce pas, nous avons pris connaissance, n'est-ce pas, de l'article grâce ou à cause de sa nomination en tant qu'envoyé spécial des Nations Unies, envoyé spécial pas des Nations Unies, des États-Unis dans la zone des Grands Lacs. Il vient avec une mission précise. Et nous voudrions aussi préciser les cadres dans le sens ou le contexte. Il avait publié son article dans les contextes anciens sous l'administration d'Obama. Aujourd'hui, il est nommé avec la bénédiction de l'administration Trump. Et dans les deux administrations, c'est-à-dire il y a les contextes qui changent. Et maintenant, hier, il avait dit ça. Aujourd'hui, il est nommé, il va venir dans la zone qu'il avait critiquée précisément, donc dans notre Congo. Et
la question principale, c'est quoi? Est-ce que viendra-t-il pour balkaniser le Congo? Avec quels moyens? Sous quelle forme? Selon quelle procédure? D'où maintenant, nous voudrions, n'est-ce pas, vous parler de notre indignation. Notre indignation, n'est-ce pas, c'est rapportant à son article, puisque c'est quand même un économiste, c'est quand même un chargé d'Afrique. Donc, il a le poste de chargé d'Afrique dans ces laboratoires nommés think tank Atlantic Consul. Donc, c'est-à-dire, c'est une grande personnalité, et quand il dit, on le suit, quand il dit, donc, on est sûr, n'est-ce pas, de sa thèse, de son étude produite, et que, donc, c'est un Américain, et vous savez, le think tank, c'est un laboratoire qui produit beaucoup d'études, lesquelles sont exploitées par le gouvernement américain. Raison pour laquelle aujourd'hui, lui, il a obtenu sa nomination. Par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, à sa carrière dans l'institution, donc au think tank Consul Atlantique, oui, certes, mais par rapport aussi à l'étude que lui, il avait, n'est-ce pas, produite en son temps, dont les effets, dont les effets maintenant sont ressentis 6 ans après. Donc voilà un peu ce que nous voudrions, n'est-ce pas, vous mettre déjà d'emblée dans le début déjà de notre introduction. Nous voudrions, n'est-ce pas, vous clarifier déjà la situation pour comprendre que le monsieur est pro-Kagame, le monsieur est pro-ceci, etc., etc. Et que dans leur laboratoire, c'est un laboratoire qui a été aussi entaché de beaucoup de soupçons, qui a été, n'est-ce pas, entaché de beaucoup de soupçons parce que, donc, au départ, c'est une propriété privée, donc une institution de droit privé, et que cette propriété poursuit un but pas lucratif, mais du moins il y a des soupçons, n'est-ce pas, des dons, des soupçons des remises des dons de certains gouvernements de certains pays, dont notamment la Suède. La Suède avait donné à une certaine époque, entre 2014 2008 2014, on a parlé de ces soupçons, dont la Suède avait versé 5 millions de dollars à l'organisme ou à l'institution, alors que donc cette institution a la vocation d'être indépendante. Cette institution a la vocation, n'est-ce pas, de se suffire à ses moyens. Mais comment l'institution avait accepté des dons de certains pays. Et maintenant, on nous signale aussi que donc ce pays, donc cette institution, pardon, avance. Donc cette institution est en intelligence, on peut dire, avec certains gouvernements pour faire des études contre d'autres gouvernements, puisque donc il y a combine, il y a lobbying, et qu'on veut griller son voisin, on veut griller le pays tiers et ami, parce qu'on n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même façon de voir les choses. Donc on passe par cet organisme pour faire des études afin de le publier. Et quand on les publie, donc ces laboratoires, c'est une grande vitrine mondiale dont les États-Unis se servent, n'est-ce pas, pour exploiter des études. Donc nous, aujourd'hui, on s'érige, n'est-ce pas, en contre-étude. Donc on fait une contre-étude pour vous montrer un peu les faiblesses de l'article, quand on sait que le monsieur, au départ, c'est un expert, c'est un économiste qui s'intéresse, n'est-ce pas, aux relations internationales, qui s'intéresse, n'est-ce pas,
à l'Afrique et il donne des points de vue, des avis et considérations sur telle situation politique, économique, juridique d'un pays. Et aujourd'hui, nous venons pour donner notre contre-étude, pour montrer les faiblesses de son étude. Et nous allons nous fonder sur la méthodologie. Comment s'est-il employé, lui, pour arriver à son résultat, selon que le Congo est un pays fictif, un pays artificiel. Pour le sauver, il faut le laisser s'effondrer. Donc voilà maintenant, ça c'est sa conclusion, sa thèse que nous l'intégrons, n'est-ce pas, dans notre réflexion pour en faire une hypothèse qu'on doit justifier tout le long de notre exposé pour voir est-ce que le monsieur avait raison ou pas. Voilà. Donc là, nous exprimons notre indignation. Notre indignation consiste, n'est-ce pas, à lui parler. Notre indignation consiste, n'est-ce pas, à dire le contraire de ce que le monsieur a dit. Puisque le monsieur est écouté, le monsieur est suivi par beaucoup de gens, par son pays même, États-Unis d'Amérique. Nous vous précisons qu'il est américain d'origine vietnamienne. Il est né en France. Donc c'est un docteur en économie. Et nous allons voir comment, puisque c'est un économiste, est-ce qu'il a employé la méthode vraiment économique ou il s'est apaisanti sur l'économie politique. Puisqu'il y a la différence entre l'économie, sciences économiques et l'économie politique. Puisque l'économie politique poursuit un but, n'est-ce pas, un but pour réaliser, n'est-ce pas, voilà, donc, une situation, un besoin. Par exemple, donc, en économie politique, on peut vous dire, par exemple, que donc, nous avons besoin de tels objectifs. Nous sommes aujourd'hui en 2018, dans 5 ans, dans 3 ans, on va atteindre ça. Mobutu avait parlé, par exemple, de consommer zaïrois à l'époque. Est-ce que c'était, puisque là, maintenant, c'est l'économie qui rentre, c'était de l'économie ou c'était pour faire de l'économie du Congo une priorité ou pour, n'est-ce pas, faire de l'économie politique ses objectifs à atteindre. Puisqu'il y avait concurrence de telle société, il faisait allusion au wax. Donc il fallait consommer le wax qui était produit au Congo par rapport au super wax, par rapport à ceci, cela. Alors que l'économie aussi, n'est-ce pas, est imbibée surtout par l'idéologie. Et l'idéologie, cette fois-là, donc l'idéologie politique. L'économie aussi est, n'est-ce pas, manipulée par l'idéologie, par les courants de pensée politique d'un pays, d'un régime. Donc lui maintenant, monsieur Peter Pham, il est américain. Il est dans quelle philosophie, dans quel courant politique, économique? Voilà. Donc maintenant, il fait une étude sur le Congo. Est-ce que avait-il visité le Congo? Avait-il fait le terrain comme nous on dit en anthropologie du droit, en sciences humaines? Est-ce que a-t-il fait son terrain? Il était descendu sur place à Kinshasa, au Congo, dans la contrée, mener des enquêtes et puis produire donc l'article dont il est question. Ça, c'est un vrai problème et nous savons que l'économie en soi est une science et la science doit avoir un objet et doit avoir sa méthode. Et on doit voir avec vous la méthode que lui, il a employée. Et pour employer la méthode de l'économie, il devrait normalement, n'est-ce pas, se pencher sur... Il devait normalement se pencher sur l'histoire du Congo. L'histoire du Congo avec des considérations géopolitiques, considérations juridiques, économiques, etc. Alors que l'histoire a sa méthode aussi appropriée.
pour avoir des matériaux afin, n'est-ce pas, de s'exprimer. Est-ce que le monsieur, à part sa méthode économique, est-ce que cette méthode était suffisante afin d'arriver à produire son article tel qu'il a produit en accusant, n'est-ce pas, le Congo, en vendant mal le Congo à travers sa vitrine. Et vous savez, ils ont aussi donc un réseau internet avec des atlantistes, puisqu'il y a des jeunes à travers le monde qui sont, n'est-ce pas, membres de l'institution. Ce sont des jeunes que l'institution prépare dans l'avenir pour qu'ils prennent, n'est-ce pas, des responsabilités dans leur pays. Et ils tiennent des conférences, des vidéoconférences, etc. sur des thématiques, etc. Donc, notre Congo avait fait l'objet d'une thématique au niveau international. Est-ce que vous, les Congolais, vous étiez au courant de ça? Les partis politiques du Congo, ils ont des relations, n'est-ce pas, de services pour l'extérieur, des relations extérieures. Est-ce que en 2012, un parti politique nous avait produit ça pour que nous parlions? Est-ce que le parti politique tel, par exemple, congolais, était au courant de l'apparition, n'est-ce pas, de cet article, puisqu'ils ont des cellules extérieures? Est-ce qu'ils étaient, donc ils avaient fait ce travail-là en tant que cellules extérieures? Voilà, aujourd'hui, 6 ans après, nous sommes au courant, nous en sommes au courant, raison pour laquelle nous ripostons. Donc, c'est trop malheureux d'en parler, mais du moins, donc, nous sommes obligés de le dire pour que nous nous comprenions, parce que il y a le problème des paradigmes. Le paradigme, c'est-à-dire le modèle, une vision du monde. Le monsieur Peter Pham, est-ce qu'il avait employé quel paradigme? Puisque le paradigme aussi change par rapport, n'est-ce pas, aux découvertes, par rapport, n'est-ce pas, aux réalités anciennes et nouvelles. Donc, monsieur Peter Pham, aujourd'hui envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la zone Grand Lac, est-ce que avait-il un paradigme, n'est-ce pas, justifié, valide, pour parler du Congo de la façon dont il a grillé notre pays? Donc, le paradigme, est-ce que par rapport au paradigme, lui, il a sorti son article en 2012, précédé par un rapport des Nations Unies, le rapport Mapping. Le rapport Mapping, n'est-ce pas, incriminant des dirigeants d'Afrique, de l'Afrique, n'est-ce pas, centrale et de l'Est, dont notamment Hippolyte Kanambe, qui est aujourd'hui président de la République. Il est incriminé. Ce sont des gens qui ont violé les droits de l'homme. Dans le rapport Mapping, ils sont dedans. Paul Kagame, il est dedans. Alors lui, il est proche de Paul Kagame. Dans son article, d'un bout à l'autre, jamais on a vu qu'il a incriminé les responsables, par exemple, du Congo, les gouvernants. Mais il met en exergue, n'est-ce pas, l'État. Il met en exergue, n'est-ce pas, donc l'effondrement d'un État. Est-ce que c'était ça une bonne démarche? Alors qu'on sait qu'en sciences sociales et humaines, donc on se focalise aussi sur des démarches hypothético, n'est-ce pas, déductives. C'est-à-dire, il y a des réalités telles qu'on vous présente. Vous devez d'abord accepter ces considérations et commencer maintenant à réfléchir pour amender, pour corriger par rapport à un paradigme. Raison pour laquelle je parlais du paradigme. Paradigme, c'est un modèle. C'est une vision du monde. Puisque lui, ne s'est-il pas inspiré, n'est-ce pas, d'une ancienne recherche, alors que lui, dans son bureau climatisé, dans des bibliothèques, il se contente, n'est-ce pas, de faire aller des va-et-vient entre son bureau, bibliothèque, médiathèque, etc., pour récolter les données, alors qu'il devait faire aussi les terrains afin de les confronter avec les données qu'il a eues dans des bibliothèques, dans des salons, dans des forums, etc., etc. Donc il devait vivre aussi les terrains
afin de faire le va-et-vient entre terrain et texte pour produire maintenant, n'est-ce pas, de bons résultats, afin de restituer ça de manière écrite, sous forme, n'est-ce pas, d'articles. Donc voilà, on a compris, il a éludé le rapport mapping. S'il avait lu le rapport mapping, nous sommes persuadés qu'il doit le lire, puisque le rapport mapping était, donc c'est le rapport fait par les experts de l'ONU, et lui il est aux États-Unis d'Amérique, à New York je pense, donc il était au courant de ça. S'il avait bien lu le rapport mapping, et il n'allait pas, n'est-ce pas, nous produire cet article. Et nous disons maintenant, donc l'article a été commandité, a été commandé par les lobbies pro-Kagame, les lobbies pro, n'est-ce pas, pro, n'est-ce pas, partition du Congo, puisque lui, il est donc de la partition du Congo. Voilà. Donc, alors, on se retrouve dans une autre forme d'économie, c'est l'économie de prédation. Nous sommes en face de l'économie de prédation au niveau du Congo. Pour incriminer, pour dire qu'on doit faire la partition du Congo, la balkanisation du pays. Là maintenant, donc, c'est-à-dire, vous condamnez tout le monde. Alors, il fallait condamner les animateurs de ce pays, les animateurs de cet État. Que faut-il? Que font-ils, pardon? Puisque à l'époque de Mobutu, on n'a pas vu cette situation. À l'époque de président Kassavou, on n'a pas vu cette situation. La situation maintenant, donc, nous la vivons, ça fait 20 ans, jour pour jour. Donc, ça dit, il y a quelque chose. Il y a un ça ne va pas. Il devait, n'est-ce pas, se poser des belles questions, créer bien sa problématique avec un bon paradigme, avec des méthodes économiques bien sûr, mais avec aussi d'autres méthodes d'emprunt qui devaient, n'est-ce pas, lui permettre de comprendre les contextes, de comprendre les faits et de faire le terrain afin, n'est-ce pas, de se taire, afin, n'est-ce pas, de produire un article qui n'aurait pas eu, n'est-ce pas, la teneur que nous avons aujourd'hui, incriminant, n'est-ce pas, notre pays donc à la balkanisation. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est une situation un peu donc bizarre. Et il est économiste. Et nous savons, dans l'économie, comme je vous ai dit si haut, l'économie suit toujours l'idéologie politique du régime, l'idéologie politique d'un pays. On est dans quelle idéologie politique actuelle? Ça fait 20 ans. Notre pays, Congo, suit quelle idéologie politique économique ou suit quelle idéologie économique? Il devait poser cette question, je pense, avec compétence, il le sait, mais il n'a pas voulu puisqu'il a été téléguidé, donc il a été donc dicté de faire cette étude afin de pousser les multinationales de s'emparer vraiment définitivement du Congo, alors qu'on est en 2012. En 2012, si on doit remonter les dates, en 2003 déjà, il y avait l'accord de Sun City. L'accord de Sun City, n'est-ce pas, sanctionnant toutes les rébellions et donnant ouverture, n'est-ce pas, aux belligérants de leur donner, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de constituer un gouvernement d'union nationale. D'où ça dit officiellement, en quelque sorte, le dialogue ou l'accord de Sun City déjà avait entériné, n'est-ce pas, toutes les rébellions. En leur donnant, n'est-ce pas, aux rebelles, aux belligérants, aux protagonistes, n'est-ce pas, de s'asseoir autour d'une table, de produire leurs idées afin de les couler sous forme d'accord, n'est-ce pas, de Sun City, n'est-ce pas, dérivé de la constitution du 18 février 2006. Et lui maintenant, il nous fait son article en 2012, alors qu'officiellement,
les rébellions étaient déjà finies. Et puis, donc, on vivait maintenant les poches de résistance. Et les poches de résistance, maintenant, il fallait maintenant mener encore une étude pour comprendre ces poches de résistance donc, sont les produits de quel régime. C'était ça, les produits de quel régime. Puisqu'on parle de M23, qui a créé le M23. Alors, à la tête du M23, c'était donc un Rwandais. Hippolyte Kagame, c'est un Rwandais, il le sait. Paul Kagame, c'est un Rwandais, président rwandais, bien sûr. Et lui, il est son ami, il est proche de Paul Kagame. Et maintenant, lui, il vient maintenant nous produire donc, cet article et donc, c'est-à-dire le publier dans un grand journal américain. Et ça fait écho. Et aujourd'hui, il est nommé chez nous. Il est nommé avec une mission précise en tant qu'envoyé spécial des Nations Unies. Et nous voudrions savoir, est-ce que va-t-il garder sa thèse selon laquelle donc, le Congo, c'est un pays fictif imaginaire et que, n'est-ce pas, sa partition, n'est-ce pas, sauverait, n'est-ce pas, le pays en quelque sorte. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qu'on voudrait un peu vous dire. Et nous avons, n'est-ce pas, divisé cet article en deux grandes parties, ou en deux chapitres. Nous avons divisé son article en deux chapitres. Le premier chapitre s'intitule « L'article de Jean », il s'appelle Jean, voilà, Jean, Peter, femme, en regard d'un pays souverain. Donc l'article de Peter, femme, en regard d'un pays souverain. Là maintenant, donc, on va voir les structures de l'État du Congo de 1885 à nos jours. On va voir de leaders politiques ou religieux, des Congolais qui s'étaient forgés en leaders, ce qu'ils ont fait pour que aujourd'hui nous devenons qu'un seul élément. Nous soyons soudés pour que qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Centre, on se considère Congolais. Parce que s'il y a problème, par exemple, dans une contrée, et que le Congolais, d'autre côté, s'est dit, ce problème le concerne. C'est que nous vivons à l'Est. On est de l'Ouest, mais on s'est dit, le problème de l'Est, c'est notre problème. S'il y a problème aussi à l'Ouest, au Centre, ça doit faire l'inverse aussi, est vrai. Donc voilà, ces ciments-là, on va voir, qui ont façonné le ciment congolais. Qui ont façonné le ciment congolais de 1885 jusqu'à nos jours. Et nous devrons vous dire aussi que la science n'est pas simplement un savoir à reproduire, mais une connaissance à mettre en œuvre. Puisqu'on est économiste, on est juriste, on n'est pas là comme un perroquet, mais on doit faire l'architecture, on doit faire la chimie de la science, la chimie de la construction de ta science, de votre science. C'est là où maintenant nous comprenons que le monsieur s'est attardé sur une étude peut-être ancienne. Puisque déjà en 60, il y avait déjà des précurseurs qui parlaient de la partition du Congo. Est-ce que le monsieur n'a pas innové en la matière où il s'est attardé sur les anciennes études? Donc, c'est malheureux. Et puis, il est économiste. Il est dans quelle pensée, dans quel courant de pensée économique? Est-ce qu'il est dans la pensée économique mercantiliste, physiocratique, économie classique, néo-économie, keynesianiste ou marxiste? Donc voilà, et dans le premier chapitre, nous allons parler, n'est-ce pas, de Peter Pham en regard, n'est-ce pas, d'un pays souverain. Ce monsieur nous a manqué du respect. Ce monsieur nous a manqué du respect. Il en profite pour griller les Congo, puisqu'il est expert d'un grand laboratoire américain. Il est guidé. Il y a
les pays, les détracteurs, les pays, n'est-ce pas, ennemis du Congo, les prédateurs du Congo, qui l'ont poussé, n'est-ce pas, à raisonner comme ça et à publier. Alors, en temps normal, un scientifique doit être objectif. Et surtout que l'économie, quand un économiste doit écrire, il doit être prudent puisque souvent les économistes suivent l'idéologie économique politique du régime. Puisque ça, c'est la caractéristique même de la méthode d'un économiste ou la méthode économique. Puisque la méthode économique, quand elle est imbibée par l'idéologie, cette fois-là, donc l'économiste sera inapte à capter des réalités sociales, des réalités sociologiques d'une entité territoriale. Par exemple, il y a le problème au Congo, les problèmes du M23. Après M23, il y a l'ADF Nalou qui sème la désolation, la panique, qui tue des Congolais, qui sont là pour faire le dépeuplement de la contrée, pour en faire un peuplement composé de Rwandais. Ça, c'est un travail. C'est un travail fait par le régime en place. Lui, en tant qu'économiste, puisque ça, c'est l'idéologie politique du régime en place, l'idéologie politique qui s'apparente avec l'idéologie économique. Et cette fois-là, vous, économistes, quand vous voulez écrire, il faut être prudent. Puisqu'il faut être objectif que subjectif. Puisque cette fois-là, vous êtes imbibé. Vous êtes imbibé, n'est-ce pas? Vous êtes dirigé par une idéologie, n'est-ce pas, politique d'un régime qui veut, n'est-ce pas, qui a mis en place des dispositifs économiques, politiques tels que vous, puisque vous n'êtes pas prudent, vous êtes économiste pur, vous venez maintenant vous contenter de la réalité qu'on vous a donnée. Alors si vous arrivez, n'est-ce pas, à emprunter d'autres sciences, puisque l'économie a ces sciences aussi connexes, celles-ci doivent, n'est-ce pas, apporter du surcroît des connaissances économiques, politiques de terrain, avec leurs méthodes spécialisées. Cette fois-là, l'économiste aurait eu, n'est-ce pas, des matériaux plausibles qui lui permettraient, n'est-ce pas, de réfléchir en scientifique, de réfléchir en scientifique prudent. Mais quand vous vous contentez, n'est-ce pas, de la méthode générale de l'économie pure, alors que celle-ci, souvent, elle est imbibée par une idéologie d'un régime quelconque, tel que celui du Congo actuellement, donc vous serez en dehors de la plaque. Donc le monsieur, il se contente de l'économie politique, puisqu'il y a des objectifs à atteindre, ce que le régime a fait. Donc c'est là maintenant, on parle de l'idéologie économique politique, au lieu de s'attarder sur vraiment l'économie. Et l'économie appelle aussi sa méthode, donc la méthode dite économique. Donc, tout en ayant aussi des approches historiques, diachroniques, il faut dater aussi ces approches et visiter, n'est-ce pas, l'histoire d'un pays, depuis sa création sur le plan sociologique jusqu'à son accession à son indépendance. Ça, c'est sur le plan donc juridique. Puisque sur le plan juridique, l'État n'existe que quand cette entité accède à sa souveraineté internationale. Mais si on voulait encore aller plus loin, il fallait remonter les dates. Il fallait que M. Peter Pham remonte les dates pour voir ce qui s'était passé depuis la création de l'actuel Congo. Donc il devait visiter notre histoire, voir comment les choses s'étaient passées. Déjà, en 1885, on avait un État appelé
donc État indépendant du Congo, propriété privée du roi, de 1885 jusqu'à 1908. Quelle était la caractéristique économique, politique et les engouements, n'est-ce pas, de la population indigène par rapport à la colonisation spéciale? Est-ce qu'on était amorphe, on n'a pas réagi? Est-ce qu'on avait accepté d'être, n'est-ce pas, dans cet État appelé État indépendant du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas eu hostilité? Est-ce qu'il y a eu fissure? Est-ce que cet État était fictif? Est-ce que cet État était fictif? Était réel, fictif, donc était donc artificiel? Oui, au début c'était un État fictif, puisqu'on imaginait créer un État. Et fictif aussi, on verra ça plus loin, quand le pays a accédé à sa souveraineté internationale, fictif dans le sens que donc il y a manque de démocratie. Raison pour laquelle on peut parler d'un État fictif. Mais du moins, l'État était réel, puisqu'il y a eu la population, il y a eu donc le gouvernement, donc on avait un gouvernement. Le roi lui-même, il fut un exécutif. Donc il y avait le gouvernement, population, territoire. Et la population, comment la population s'était manifestée? Et on avait quel leader, quel type de leader pour forger cette nation? Je ne parle pas de leader, je ne parle pas de l'État, puisqu'il y a eu l'Église catholique, l'Église protestante, qui avait fait l'essentiel aussi pour créer la nation congolaise, pour forger le peuple à vivre ensemble par le mariage, par ceci, etc., par l'école, par le baptême, etc. Mais du moins, je vois les leaders congolais qui s'étaient hissés pour forger en tant que national, en tant que Congolais cette fois-là, pour se dire qu'on est Congolais, pour accepter la réalité politique de l'heure. Donc, accepter l'État indépendant du Congo, donc on est Congolais. Je n'appartiens plus à ma tribu, je n'appartiens plus à mon royaume. Et on a vu un grand leader à l'époque, il était politico-religieux, c'est Simon Kimbangu. Et Simon Kimbangu a pu permettre aux Congolais, donc il a donné son âme pour le Congo. Et il est mort pour le Congo, pour l'avenir du Congo. Et jamais Simon Kimbangu se disait, se situait dans une idée de la fraction du Congo. Il parlait au nom du Congo. Et il avait même prédit, n'est-ce pas, donc, le départ imminent du colonisateur. Il avait prédit encore sur le plan donc, métaphysique, n'est-ce pas, l'arrivée successive des présidents, juste quand on aura notre indépendance. Et ce monsieur, il a été emprisonné, il est mort au Katanga. Il est mort pas dans sa province d'origine, mais dans l'autre province. Pour vous dire déjà la caractéristique, n'est-ce pas, donc, du ciment même du Congo, de la nation même. Donc, ça, c'est un élément. De 1908 jusqu'au 30 juillet 60, on a connu le Congo belge. Simon Kimbangu est né sous l'État indépendant du Congo et il a bien manifesté, n'est-ce pas, donc, son indignation. Il a prédit des choses dans le Congo belge. Et maintenant, vers le Congo indépendant. Le Congo indépendant aussi s'est réparti, n'est-ce pas, en trois républiques. La première république, c'est du 30 juillet 60 jusqu'au 24 novembre 65. Et c'est cette période où le monsieur, donc, il s'est contenté des études antérieures, puisque en 60 déjà, quand le pays accéda, n'est-ce pas, à sa souveraineté internationale, de 60 jusqu'à 65, le 24 avril 65, quand Mobutu avait fait son coup d'État, cette période était maillée par beaucoup d'événements, dont, n'est-ce pas, les guerres tribales, les guerres fratricides entre frères, entre Congolais. Et il y a eu 2 sécessions durant cette période. Et nulle part, 2 sécessions, c'est-à-dire le Katanga s'est détaché du Congo en tant qu'entité indépendante. Le Kassai s'est détaché du Congo en tant qu'entité indépendante. Et qu'avaient fait, n'est-ce pas, nos leaders, cette fois-là, pour réunifier le pays?
Est-ce que le Congo était fissuré infiniment? Non. Durant 3 ans, il y a eu travail avec le président Kasavubu, avec d'autres gouvernants pour réunifier le pays. Ce sont des gens qui ont travaillé pour donner le ciment national. Donc cette fois-là déjà, le pays n'était pas donc éclaté totalement. On a été réunifié et vers maintenant la période de 32 ans ou de 25 ans selon les cas du règne du président Mobutu, où le président Mobutu, n'est-ce pas, parlait de l'unité nationale. Et voilà, de l'intégrité territoriale, l'unité nationale, du pacte du bon voisinage. C'est-à-dire on avait donc le bon voisinage avec le Rwanda, le Burundi, etc. par un organisme attitré, c'était la CPGL, Communauté de pays de Grands Lacs, etc. C'était pour sauvegarder, n'est-ce pas, nos territoires. Et puis, à l'intérieur, Mobutu prônait l'unité nationale, raison pour laquelle on est cimenté, on est devenu qu'une seule personne. Donc, on est transcendant. Donc, c'est-à-dire, le problème que soulève M. Peter Pham en 2012 n'a pas sa raison d'être. Puisque le Congo, déjà, le Congo et le Congolais sont transcendants. Donc, on a dépassé le stade d'un état fiction, d'un état artificiel. Au début, oui, mais par après, il y a eu travail de nos leaders, les Lumumba, les Kasavubu, Simon Kimbangu, il était sur des registres politico-religieux, et ça a beaucoup joué, ça a fomenté, n'est-ce pas, l'esprit des Congolais, ça a cimenté nos relations. Donc, c'est-à-dire, si le Congo devait, n'est-ce pas, connaître, n'est-ce pas, donc, son éclatement, c'était en 60. Et cette période, on l'a dépassée, on est devenu transcendant. On n'est plus un pays fictif, on n'est plus un pays artificiel. Au départ, oui, mais aujourd'hui, non. Ça fait plus de 58 ans. On a dépassé ce stade. Donc voilà un peu ce que moi j'avais à vous dire. Et donc, c'est malheureux. Et aujourd'hui, le monsieur, donc, il est venu, donc, on l'a nommé comme envoyé spécial chez nous, au Congo. Nous lui disons, il est le bienvenu au Congo, puisque cette fois-là, il y a 2 environnements. Donc, les environnements, n'est-ce pas, diffèrent. Les environnements diffèrent parce que, donc, il avait écrit sous l'administration, il avait écrit sous l'environnement, n'est-ce pas, de l'administration Barack Obama. Aujourd'hui, si tout a été permis sous Barack Obama, aujourd'hui, il est sous l'environnement politique du président Donald Trump, alors que le président Donald Trump aime, n'est-ce pas, le départ d'Hippolyte Kanambe. Et c'est lui qui en est même l'architecte. Donc c'est lui qui veut le départ d'Hippolyte Kanambe. Raison pour laquelle on s'est posé la question, est-ce que le monsieur va se contenter de sa théorie, de sa thèse avancée dans son article. Donc selon que le Congo c'est un pays fictif, imaginaire, pour le sauver il faut l'éclater. Peut-être donc il a pris l'exemple de la Yougoslavie pour le calquer sur le Congo. Alors ce sont des données différentes, 2 données politiques géographiques différentes. Et les circonstances aussi ne se ressemblent pas. Donc le paradigme devait changer, puisque le paradigme aussi est mouvant. Le modèle aussi change, l'archétype change, la vision du monde change, puisque la vision du monde aussi peut être éteinte et puis il faut la renouveler. Est-ce que le monsieur avait renouvelé son paradigme? Donc voilà. Donc Peter Pham, aujourd'hui, il est nommé dans la zone des Grands Lacs en tant qu'envoyé spécial et ça fait jaser et tout le monde a peur. Raison pour laquelle nous maintenant, nous vous rassurons de ne pas avoir peur puisqu'il est maintenant dans un autre contexte. Dans un autre contexte politico, historique, économique, etc. Donc il est dans un autre contexte, dans un autre environnement politique. Et nous le souhaitons, n'est-ce pas, la bienvenue au Congo parce que quand il viendra au Congo dans notre pays, puisqu'il sera là, donc il va vivre d'autres réalités.
Et cette fois-là, nous lui demandons d'avoir le courage, n'est-ce pas, de faire un nouveau article, cette fois-là, n'est-ce pas, avec stigmatisant, n'est-ce pas, les données réelles de terrain. Puisque le fait qu'on l'envoie, s'il est prudent, il va en profiter pour faire son terrain. Et ça sera maintenant, il va restituer le terrain par rapport à une réalité telle que le Congo, c'est une nation. En construction, bien sûr. Le Congo, c'est un peuple cimenté. Le Congo, c'est un peuple uni. Le Congo, donc, c'est un peuple donc, qui a un vouloir vivre collectif malgré la différence de l'État. Ce sont des réalités qui échappaient, n'est-ce pas, à sa vision. Donc Peter Pham, donc, il devra coordonner la politique américaine sur les questions transfrontalières en matière de sécurité, de politique d'économie dans la région, en mettant l'accent sur le renforcement des institutions démocratiques et de la société civile. Il veillera également au retour des déplacés et des réfugiés. À juste titre, 4 crises majeures sont à la base des déplacés et des réfugiés. Il y a la crise de l'Ituri, la crise du Kivu en général, du Katanga et du Grand Kasaï. Voilà, donc la politique américaine vis-à-vis de la République démocratique du Congo devait viser à aider le pays à devenir plus stable et démocratique, notamment en soutenant l'autorité légitime de l'État, de sorte que son gouvernement soit mieux en mesure de réagir et pourvoir aux besoins fondamentaux de ses citoyens et vivre dans une coexistence pacifique avec ses voisins. Donc voilà, donc c'est-à-dire on a une autorité illégitime, le monsieur viendra de sorte à faire que pourra, n'est-ce pas, mettre en place, permettre, n'est-ce pas, de mettre en place, n'est-ce pas, une autorité légitime, une démocratie. Et le monsieur, je vous dis, aujourd'hui, on est à 23 jours. On est à 23 jours de l'organisation des élections qui nous laisse un peu sceptiques puisqu'on ne sait pas, on ne voit pas, on ne voit rien sur le terrain. Mais donc, on a lancé la campagne, je ne sais pas, mais on a dit qu'il y aura l'élection au 23 décembre. Donc le monsieur, son travail, il aura beaucoup à faire au Congo. Dans une semaine, il va bien vraiment s'engager et au-delà du 23 décembre. C'est là où on verra le monsieur à l'œuvre. C'est là où le monsieur va vraiment se distinguer et il va surprendre beaucoup l'opinion publique nationale et internationale par rapport à sa thèse antérieure. Il va beaucoup surprendre puisque cette fois-ci, il est venu avec une mission spécifique d'asseoir, n'est-ce pas, une coexistence pacifique dans la contrée, dans la zone des Grands Lacs. Et cette fois-là, le monsieur va surprendre beaucoup en prenant ou en initiant des actions contraires à sa thèse. Donc, et en conclusion, c'est quoi? Donc, le monsieur Peter Pham s'est servi de sa vitrine mondiale Atlantic Council pour détruire l'image du Congo à travers sa théorie selon laquelle le Congo est un pays fictif et imaginaire. Pour le sauver, il faut le laisser s'effondrer. Nous le considérons très proche de Kagame. Il se situe à la fois dans l'économie et dans l'économie politique, comme je vous ai dit. Puisque l'économie a une méthode, puisque c'est une science, a un objet de recherche. Par contre, l'économie politique ne poursuit que le but à atteindre. Le but à atteindre, là maintenant, on rentre dans l'économie de prédation. Le Congo est devenu comme une proie facile vis-à-vis de ses prédateurs. Et là maintenant, il y a la relation, n'est-ce pas? Il y a la relation, n'est-ce pas, de proie et de prédateur. Relation prédateur-proie. Et proie, c'est quoi? C'est le Congo. C'est un bien dont on s'empare par la force. Voilà. Donc le monsieur, dans son élan, à la fois d'économie
mercantiliste et physiocrate, il ne s'était pas préoccupé à regarder l'histoire, à passer en revue l'histoire du Congo avec des considérations géopolitiques, économiques et juridiques. Et tout en évitant, il s'est persuadé en évitant même les rapports mapping. Alors les rapports mapping précèdent son article. Alors dans les rapports mapping, s'il avait lu, nous sommes persuadés qu'il avait lu. Donc il ne devait pas, s'il avait lu, donc il avait lu, il ne devait pas s'employer comme il s'est employé dans son article. Puisque le rapport mapping stigmatise même les acteurs des violations des droits de l'homme, des personnalités politiques qui ont, n'est-ce pas, des personnalités politiques et des acteurs économiques. Donc là, je vois les meetings, les sociétés transnationales, multinationales, qui ont, n'est-ce pas, qui sont à la base des violations des droits de l'homme dans l'espace du Grand Lac. Et là, on cite Paul Kagame, Hippolyte Kanambe, Museveni, etc., etc., et certains gouvernants. Mais dans son article, il ne fait pas allusion à cela. Il s'emploie autrement pour griller l'image du pays. Aujourd'hui, il est nommé comme représentant des ISA en zone Grand Lac. Donc, nommé Ndeko Peter Pham, azali moko ya batu ba expert ya Atlantique Consul, ezali laboratoire munene oyo epesaka ba idée et salaka ba étude na États-Unis d'Amérique. Et puis ba étude wana donc ezali organisme moko ezali ba benga indépendant. Et puis États-Unis d'Amérique ba ya kozwaka pe ba idée kuna ba sala ba projet na bango. Alors organisme ba bien indépendant ezali donc des droits privés. Mais entre 2008 et 2014 ba lobai que article même dans la New York Times ba dit que bazwa ki ba don ya ba pays ebelé, dont la Suède a payé 5 millions de dollars, ba pays ebelé. Et puis ba soupçonner que ba pays mingi baza ba agenda caché, baza ko le kananzela ya vitrine wana mondiale, puisque les États-Unis, les vitrine ya grande puissance. Pour na basa ba article ba bebi sa ba image ya ba mboka songolo pakala, puisque bango baza na besoin ba yiba nkita ya mboka wana kaneti ya biso. Puisque yem de Koana Peter Pham, oh le Lazali envoyé spécial ya pays à Grand Lac, yen de Koana azali proche ya Paul Kagame, yen de Koana azali proche ya Paul Kagame. Et puis Paul Kagame but na ezali ya beng biso beer music women. Et puis yé alobini il faut ba revoir ba frontière ya Congo. Donc boyebi na Congo kuna basalaka commission moko pona ba réviser biloko wana nzela pe ekena to ebité. Donc Kagame motema na ezali fo azwa parti moko ya mboka na biso, et puis acha mokonzo azali kuna azali ndeko na ye Rwandais. Et mutu oyo Peter Pham azali pro Kagame, azali proche ya Kagame. Et asalaki article wana na 2012. Bongo bino ba parti politique bolobaki bozali na ba cellule extérieure. Bomonaki article wana te na 2012. Il fallait que mon yango bolo ba yango biso peto lo bela yango. Mais le lo biso ngai personnellement d'ailleurs ko mona yango tangu ndeba nommé ye et sali milinga bato ba bangi ba bi kebe mutu wana alinga ki partition ya Congo ba panza Congo na biso. Mais est-ce que mutu wana vraiment donc ako sali sa Congo? Donc au raisonnement ezali place wana yango to lobi makambo ya salaki, est-ce que avec na vision du monde nini modèle nini imagination nini azalaki nango pona sa na makamba Congo? Pour on sala makambu ya boye ba benga paradigme, vision du monde, modèle, archétype. Donc il faut oye ba pe mboka wana otanga pe yango. Tango tanga yango pe na beaucoup na bikana histoire nango pe au parcourir ko banda tango bazu bo konzi na bango vraiment ya solo, tango pe bazali soki ba yi na colonisation pe il faut mona yango. Et puis pour nous à la prudent au sani il faut quitter na terrain, au sala terrain au vivre makambo ba komina ba beaucoup. Est-ce que ba tuana bazali ki o ba komina beaucoup ba na vision nini par rapport à ce puisque paradigme changera par rapport à temps. Donc vision changera par rapport à ce que vous avancé. Vous allez sur l'année 60. L'année 60, vous avez dit que mbilinga makasi oyo bitu mezalaki entre biso na biso. Et kolobo e balinga ke kolobo ete kolobo basa ko bunane kolobo boye d'où
ba pays ba mboka musupe ba bimaki na Congo neti Katanga baki ya comme indépendant asala ki banque na ye monnaie na ye makam na ye neti Kasai pe comme indépendant asala ki banque na ye monnaie na ye makam na ye mais suka nango esala nini to sanganaki to sanganaki do étape wana to lekaki yango tant to leki yango to comme batu mo to comme transcendant to dépasser to yaki pays oya bengi artificiel fictif oui puis fictif yaki loko o ba imaginaki na roi Léopold II na Stanley to créer loko moko boye et à la propriété privée wana yaki imaginaire mais to dépasser ki stade wana omoni douce côté yo comme nini na pays moko artificiel azali na raison artificiel puisque mboka na biso euti na ba royaume etini ba tribu to yaki na ba royaume Congo ba kati yango ndambo ekoti na biso ndambo etika na Angola ndambo etika na Congo Brazza ndambo etika na Gabon ndambo ekomi na Congo royaume Luba Lunda Kuba etc bakati kati Luba pe ndambo eza na Congo ndambo eza na Angola donc etc na ba clan etini muso ezali ba bengango Congo ezali artificiel oui ça c'est 1885 mais il y a eu un travail où salami ba leader église catholique ba façonner pe batu protestant ba façonner batu na ba mariage na ba boyeboy muta vanaki na 1000 na kilomètre ba 800 km ba eko sangisa na mutu oyo ba yebanaki te ba balani na ba mariage na ba boyeboy donc makambe belé na ba ferme chapelle to laksa bino donc pour batu ba yeko ba métier école donc bazui mutu muluba mukongo boyeboy colonie na mbazangu na matadi na ba boma na ba boy ezali ko sangisa batu pour batu bazala mutu moko voilà église catholique na cadre ya l'état na église protestante mais ba leader na biso aussi batikala ki simate to ki na leader munene et puis ala politico religieux prophète Simon Kimbangu asala ki mingi pona Congo akufi pona Congo aboyaki donc occupation wana batu lokwa ba Kasavubu ba Lumumba ba Mobutu ba sali ba lobby ba forger peuple pona to koma cimenter. Donc, étape où il y a un pays artificiel, tout de suite au leka yango, tout un pays boy, tout de suite au leka yango. Boni a reçu la étude en 2012, alors que officiellement, Bitumebimaki, bien sûr, a fidèle non ancêtre, mais donc déjà en 2003 déjà. Accord à sens, il y a accord il y a sensité Bimaki. Oyo babi ke batombo kinyo subo sangana tokene na gouvernement d'union nationale. Tout le monde est 1+4. Et puis, l'élection est salama. Comment expliquer hier à l'Obandengona? Donc, c'est que hier, Azali na intelligence na maela bondoki na Paul Kagame. Paul Kagame na ba lobby na ba batinda qui est abimisa article wana. Yango no moni biso et puis ça biso passi. To bino il faut to répondre. Az économiste mutu abwanya expert monene mais abungi nzela. Abungi nzela puisque tango koti oza muta mayele mais au koti na buzo ba neto ko mona leo ba fanatique et ba parti politique na ba leader na bango leader azo sa mabe yo tangi oza li muta buku oleko otala pe non et loko yo oui leader na mais asali mabe na zala bo non yo ozali ko appuyer donc ba résultat yango yo donc Peter Pam azali loko ko c'est yango to bi économie oyo eza na Congo eza économie ya prédation chasse na do chasseur mutazo luka eloko akanga donc ça dit relation ezali wana donc il y a prédation donc tout ça na économie moko prédation est-ce que tenir compte na yango et ba prédateur banani ba prédateur ça bato batingi ba sa étude donc bandiko nanga voilà autre donc ka website bino yango wana to suki awa bolanda vidéo malamu boka bona compte communauté ngai Christian bola bien ma membre peuple mokonzi peuple souverain to yebisi bino merci bolanda vidéo malamu boka bona compte communauté. Donc méthode il y a Peter Pham ezali bien té donc esa méthode moko ezali bien té donc il faut atteindre la science connexe net ba philosophie économique ba sociologie économique ba donc biloko moko do ba science moko pemeni oyo elaksaka faiblesse ya science mère net na droit pe toza na droit na ba anthropologie du droit ba philosophie du droit ba droit de l'homme eza ko laksa ba faiblesse ya science mère l'économie pe ezali pareil donc il fallait azwa donc c'est-à-dire il fallait azwa nini azwa donc emprunter ba méthode connexe ya science connexe ba méthode ba science oyo eza pemeni na économie oyo ko pesa vision pour na ayeba likambo oyo eza boy puisque idéologie économique ndaka na idéologie so yo kene idéologie économie ça comme inapte ya ko capter ba réalité alerte mo eza quelque part social économie c'est le fait que ba courant de pensée économique et côté mini idéologie politique économique économiste au tangi mais au bungi nzela donc voilà ma kamto to sabino ya wana
Donc, beaucoup de vidéos, madame, pour la compte de la communauté. Merci.